Donc la leçon effectuée porte sur les couleurs dans l'éducation sentimentale. Le terme de couleur est désigné dans le dictionnaire Larousse comme un nom commun féminin qui définit le caractère d'une lumière de la surface d'un objet selon l'impression particulière qu'elle produise sur l'œil. Un sens secondaire du mot couleur peut être ainsi la substance que l'on applique sur un objet pour produire l'impression de couleur, c'est-à-dire par exemple la peinture. Un autre sens secondaire désigne l'aspect produisant une impression comparable à celle que donne la couleur. Donc une impression comparable peut être produite ainsi, par exemple, par un habit ou alors le signe distinctif d'un groupe. Cela peut être également des couleurs flatteuses, des couleurs trompeuses, une couleur politique. Ainsi, le mot couleur désigne tout ce qui se donne à voir par une mise en relief qui le distingue de la masse. Flaubert semble adhérer à cette définition, considérant le blanc, c'est-à-dire l'absence de couleur, comme un vide et donc l'absence de quelque chose qui se donne à voir. Lorsque, le 19 septembre 1868, dans une lettre à Duplan, parlant de ses difficultés à écrire l'éducation sentimentale, il explique « Ma page est restée en blanc, et de plus, celle où Frédéric se promène la nuit dans la capitale. Car avant de le faire marcher, il faut savoir d'où il part. » Concernant l'écriture de l'éducation sentimentale, pour Flaubert, le blanc, absence de couleur, correspond ainsi à une absence de texte, et donc de choses à lire et à comprendre. En accord avec cette idée, on constate que la référence aux couleurs, donc des couleurs multiples, est très présente dans l'éducation sentimentale. Elle permet de faire des descriptions, d'évoquer les états d'esprit des personnages ou encore leur parti pris politique. Les couleurs sont ainsi mises au service d'une esthétique réaliste. Dans ce contexte, il convient de se demander quel est le rôle précis de la couleur ou des couleurs dans l'éducation sentimentale. En effet, ces couleurs apparaissent tantôt comme une simple référence, un élément annexe de description, tantôt comme un élément plus important dans la mesure où elles apparaissent omniprésentes. Dans un premier temps, nous verrons que les couleurs dans l'éducation sentimentale sont avant tout un motif, un élément annexe qui sert les descriptions réalistes au sein de l'œuvre. Les couleurs enrichissent ces multiples descriptions, sont mises en scène à travers des références à la peinture et constituent une préoccupation majeure des personnages. Toutefois, le fait que les couleurs soient vraiment omniprésentes dans la diégèse incite à leur accorder une importance supplémentaire. En effet, les couleurs peuvent être investies d'une forte charge symbolique au sein de l'éducation sentimentale. Loin de servir de seul décor, elles sont, au sein de la diégèse, porteuses de messages implicites, retraçant l'évolution des personnages, leurs idées politiques ou encore les situations dans lesquelles ils s'inscrivent. Ce sera l'objet de notre deuxième partie. Cette valeur symbolique, accordée aux couleurs dans la diégèse, est essentielle. En effet, elle oriente la signification du texte aux yeux du lecteur en colorant les situations dont il est question. Ainsi, les couleurs sont un principe fondateur du récit qu'elles organisent, le narrateur éduquant le lecteur et le personnage au regard par la manière dont il oriente le récit grâce à l'utilisation qu'il fait des couleurs. Cette importance fondamentale des couleurs sera l'objet de notre troisième partie. Dans un premier temps, nous pouvons donc voir que les couleurs servent littéralement dans la diégèse, sont mises au service du réalisme de l'œuvre. En effet, les couleurs sont fortement représentées et nourrissent les descriptions. Elles sont également mises en scène à travers de multiples références à la peinture. Ce sera l'objet de notre deuxième sous-partie. En outre, les couleurs sont un moteur de l'action pour les personnages qui s'en soucient et cherchent à s'adapter à elles. Dans une première sous-partie, nous pouvons voir que les couleurs sont fortement représentées dans l'œuvre et nourrissent des descriptions. Cela peut être des descriptions de lieux, des descriptions de personnages ou encore des descriptions d'objets. Ainsi,
Nous pouvons constater à la page 200, donc dans l'appartement de Rosanette, lorsque Frédéric y entre pour la première fois. Donc l'appartement est ainsi décrit: capitonné de soie bleu pâle avec des bouquets de fleurs des champs, tandis qu'au plafond, dans un cercle de bois doré, des amours émergeant d'un ciel d'azur batifolés sur des nuages en forme d'édredons. Nous avons donc la référence à la soie bleu pâle, au cercle de bois doré et au ciel d'azur. L'évocation de différentes nuances de bleu, bleu pâle, azur, montre que la référence aux couleurs est très précise dans l'éducation sentimentale. Ces couleurs enrichissent la description de l'appartement de Rosanette et donnent à voir de manière visible, de manière évidente, pour le lecteur, cet appartement. D'autres lieux sont décrits dans l'œuvre, ainsi les 2 appartements d'Arnoux, notamment rue de Choiseul et boulevard Poissonnière, mais également l'appartement de Frédéric lorsque celui-ci revient à Paris après avoir hérité. Les couleurs paraissent également à travers la description des personnages, et notamment de leurs vêtements. En témoigne, dès le début de l'œuvre, donc partie 1, chapitre 1, la description des vêtements d'Arnoux et des vêtements également, de la tenue, au sens plus large également, de Madame Arnoux. Donc les vêtements d'Arnoux sont ainsi évoqués, page 44, une jaquette de velours noir, 2 émeraudes qui brillaient à sa chemise de batiste, et son large pantalon blanc qui tombait sur d'étranges bottes rouges en cuir de Russie rehaussées de dessins bleus. Nous avons ici une profusion de couleurs, donc le noir, l'émeraude, le vert associé au nom émeraude, le pantalon blanc, les bottes rouges et les dessins bleus. La description s'avère ainsi extrêmement précise. De même, Madame Arnoux est évoquée à la page 47, donc, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle et des bandeaux noirs, donc le rose et le noir qui caractérisent Madame Arnoux. D'autres descriptions de personnages peuvent être remarquées dans l'œuvre, donc tous les personnages sont décrits, notamment Frédéric et ses tenues. Par exemple, lorsqu'il se rend au dîner d'Arnoux pour la première fois, dans la première partie, ou encore les déguisements lors de la soirée chez Rosanette. Enfin, les couleurs permettent de décrire des objets. En témoignent les pantoufles de satin bleu achetées par Frédéric pour meubler la rue Tronchet lorsqu'il y a donné rendez-vous à Madame Arnoux. Les couleurs rendent ainsi l'évocation des paysages, des personnages et des objets beaucoup plus précises. Elles sont mises au service d'une forme de réalisme. Les couleurs sont également présentes dans l'œuvre dans la mesure où elles sont mises en scène à travers les multiples références à la peinture et à l'art qu'on trouve au sein de la diégèse. Ces multiples références, cette évocation des couleurs à travers l'art passe notamment par le recours à la figure du peintre. Le personnage de Pèlerin, peintre, est en effet présent durant toute l'histoire, se caractérisant par un souci perpétuel de l'art, de la beauté et ses interrogations sur les techniques de peinture. En outre, on peut constater que Frédéric, à l'instar de Pèlerin, veut également devenir peintre. Ainsi, page 108, à la fin du chapitre 4 de la première partie et au début du chapitre 5 de la première partie, il formule son projet. Il se demanda sérieusement s'il serait un grand peintre ou un grand poète, et il se décida pour la peinture, car les exigences de ce métier le rapprocheraient de Madame Arnoux. C'est donc la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5. Le lendemain, avant midi, il s'était acheté une boîte de couleurs, des pinceaux, un chevalet. Le terme de couleur au pluriel, est ainsi directement associé à la peinture. Ce terme est répété dans un contexte similaire avec Sénécal.
Ainsi, Sénécal vient donner des cours de peinture à Frédéric, page 109, Pellerin ouvrit la boîte de couleurs. Le terme de couleur est ainsi fortement associé à la peinture. La référence aux couleurs à travers la peinture passe aussi par l'évocation de modèles picturaux. Ainsi, le portrait de Rosanette est construit par Pellerin à partir d'une référence au Titien, comme le montre la citation, page 246, donc c'est au chapitre 2 de la deuxième partie. Pellerin nous dit, donc le narrateur nous dit que Pellerin souhaite peindre Rosanette sur le modèle de Titien et se décida finalement pour un Titien, lequel serait rehaussé d'ornements à la Véronèse. De même, le portrait du bébé, toujours peint par Pellerin, au chapitre 4 de la troisième partie, est comparé à une véritable nature morte. L'art en général est omniprésent dans l'éducation sentimentale à travers notamment les revues. Donc, outre la figure du peintre, les revues de critique d'art sont fortement présentes dans l'œuvre. L'art industriel, dans la première partie, qui est dirigée par Arnoux, repris sous l'intitulé L'art par Hussonnet à partir de la deuxième partie, Hussonnet rédigeant lui-même des articles de critique sur les œuvres dont il est question dans l'éducation sentimentale et notamment sur le portrait de Rosanette peint par Pellerin. Ces réflexions sur l'art sont de nature diverse et peuvent par exemple toucher le commerce de l'art. En témoigne le chapitre 4 de la première partie où les différents personnages, et notamment Regimbard et Arnoux, parlent du commerce de l'art. Donc le marchand de tableaux, homme de progrès, avait tâché, tout en conservant des allures artistiques, d'étendre ses profits pécuniaires. Donc l'art apparaît omniprésent dans l'éducation sentimentale. Les couleurs, au-delà de leur évocation simple ou de leur mise en scène, sont également un moteur des actions des personnages qui s'en soucient. En effet, les personnages accordent eux-mêmes une importance toute particulière à la couleur. Ainsi, Frédéric prend soin de sa tenue lorsqu'il va dîner chez Arnoux pour la première fois, mais également lorsque il apprend, donc c'est au chapitre 1 de la deuxième partie, que Madame Arnoux est revenue de là où elle était partie chez sa mère à Chartres. Ainsi, il achète un pantalon gris perle, un chapeau de feutre blanc et une badine à pommes d'or. L'harmonie qui existe entre le gris perle, le feutre blanc et la pomme d'or signifie l'importance que Frédéric accorde à la couleur. Cette importance est également soulignée, notamment quand Frédéric, marchant avec des lauriers dans la rue, plutôt que d'écouter son ami parler de politique, préfère se concentrer sur des assiettes de faïence qu'il se demande s'il va acheter pour meubler ou non son nouvel appartement. Donc, les personnages font preuve d'un souci esthétique qui motive leurs actions. Le souci de la couleur est également d'ordre professionnel au sein de l'éducation sentimentale. En effet, certains personnages, Arnoux et Sénécal notamment, se mettent au service de l'art et d'une recherche d'harmonie, une recherche particulière des couleurs. Ainsi, lorsqu'Arnoux lance sa manufacture de faïence, de porcelaine, pardon, à côté de Creil, il le fait en vue de retrouver le rouge de cuivre des Chinois. Cette ambition est expliquée par Madame Arnoux au chapitre 3 de la deuxième partie lorsqu'elle fait visiter la manufacture à Frédéric. Donc, après avoir cherché le rouge de cuivre des Chinois. Sénécal, embauché par Arnoux à la manufacture,
se prend au jeu et lui-même se lance dans la recherche de ce rouge de cuivre. Enfin, les actions des personnages peuvent être également motivées par un souci purement esthétique. C'est le cas notamment de Pellerin, qui nourrit de nombreuses réflexions sur l'art et notamment sur l'harmonie des couleurs. On nous dit ainsi au chapitre 4 de la première partie que Pellerin lisait tous les ouvrages d'esthétique pour découvrir la véritable théorie du beau, convaincu, quand il l'aurait trouvé, de faire des chefs-d'œuvre. Ce souci esthétique de Pellerin va de pair avec une recherche de l'harmonie des couleurs. Ainsi, pour revenir au portrait de Rosanette, Pellerin imagine ainsi un projet, toujours page 246, sans ombre factice, dans une lumière franche, éclairant les chairs d'un seul ton et faisant étinceler les accessoires. Si je lui mettais, pensa-t-il, une robe de soie rose avec un burnous oriental. Ou plutôt, si je l'habillais de velours bleu sur un fond gris très coloré. On pourrait lui donner également une collerette de guipure blanche, avec un éventail noir et un rideau d'écarlate par derrière. Le souci esthétique va de pair avec une réflexion conduite sur les couleurs. Les couleurs apparaissent donc comme un motif essentiel de l'éducation sentimentale. Elles sont mises au service de la diégèse et des descriptions qu'elles enrichissent, mais leur omniprésence incite à leur conférer une importance supplémentaire dans la narration. Ainsi, on peut penser que, loin d'être un seul ornement, les couleurs se trouvent investies d'une charge symbolique. Ce sera l'objet de notre deuxième grande partie. Les couleurs ont une valeur symbolique dans l'éducation sentimentale, dans la mesure où on peut constater qu'elles symbolisent, dans un premier temps, l'évolution, la progression des personnages dans le récit. Elles symbolisent également les idées des personnages, en colorant les pensées des personnages de certaines teintes. Enfin, dans une troisième sous-partie, nous pourrons dire que les couleurs témoignent du pittoresque des situations dans lesquelles se trouvent les personnages, pittoresques qu'elles renforcent par la charge symbolique qu'elles confèrent aux différentes situations. Donc, les couleurs, dans un premier temps, symbolisent l'évolution des personnages. Cette évolution peut en effet se traduire à travers les différents portraits qui sont faits des personnages au fil de la diégèse. On constate ainsi que plusieurs personnages, Arnoux, Madame Arnoux, Frédéric Deslauriers, mais également Rosanette ou encore Sénécal, sont décrits à plusieurs reprises dans l'éducation sentimentale. Et ces personnages ne sont pas toujours décrits de la même manière, ce qui peut traduire une certaine évolution. Ainsi, Madame Arnoux apparaît au début de l'œuvre, nous l'avons dit, avec un ruban rose et des bandeaux noirs. Cette description, qui évoque la fraîcheur, le noir des cheveux, la jeunesse, le rose des bandeaux, donc une certaine forme de candeur, de fraîcheur, s'oppose, page 616, à l'évocation de Madame Arnoux, donc plusieurs dizaines d'années après, lorsque Frédéric la voit, elle porte une voilette de dentelle noire, un petit portefeuille de velours grenat, et ses bandeaux ne sont plus noirs, mais ses bandeaux sont blancs. Ainsi, le noir, le grenat, des couleurs sombres, qui pourraient évoquer le deuil, associées aux cheveux blancs, c'est-à-dire la fin de vie, s'opposent en tout point à la fraîcheur des rubans roses. Madame Arnoux est montrée dans son évolution, c'est-à-dire vieillie et plus nécessairement objet d'intérêt pour Frédéric. De même, Rosanette apparaît de deux manières différentes. Alors c'est un peu particulier puisque les descriptions qui sont faites de Rosanette sont en fait les descriptions des portraits que Pellerin fait de Rosanette. Dans un premier temps, nous avons vu que Pellerin voulait peindre Rosanette de manière tout à fait correcte,
utilisant des couleurs pâles, s'inspirant du Titien et du motif de la Vénitienne pour la représenter. Ces idées dressent le portrait d'une femme tout à fait sérieuse. Ces projets s'opposent en tout point à la réalisation effective du portrait de Rosanette qui est exposé en pleine rue. C'est au chapitre 4 de la deuxième partie. Le portrait présente une femme donc complètement différente. C'était bien elle, ou à peu près, vue de face, les seins découverts, les cheveux dénoués, et tenant dans ses mains une bourse de velours rouge, tandis que par derrière, un paon avançait son bec sur son épaule en couvrant la muraille de ses grandes plumes en éventail. Donc, les seins découverts associés à la couleur rouge introduisent une certaine idée de vulgarité. Cette couleur rouge est associée à l'image qu'on se donne du paon, c'est-à-dire très colorée, très vive, qui s'oppose en tout point aux couleurs pastel et aux couleurs du coup de candeur qui étaient précédemment évoquées par Pellegrin. Un autre portrait qui pourrait traduire le passage du temps et l'évolution des personnages est par exemple celui d'Arnaud, puisque des bottes rouges, nous passons à la fin au chapitre 4 de la troisième partie, à une couronne de boutons roses, donc qui évoque bien sûr une maladie vénérienne, mais également une certaine forme d'atténuation de la vivacité d'Arnaud. Donc on passe du rouge vif au rose un peu plus pâle, qui est la même teinte mais plus pâle. Donc une sorte de sourdine, d'atténuation de la vivacité d'Arnaud. Outre l'évolution des personnages, les couleurs symbolisent également, ce sera l'objet de notre deuxième sous-partie, leurs idées. Dans un premier temps, nous pouvons constater que les couleurs sont mises au service de la description de paysages état d'âme, c'est-à-dire des paysages qui, vus par les personnages, se colorent d'une certaine manière, d'une manière qui traduit leur pensée du moment. Donc les paysages état d'âme, nous pouvons par exemple citer comme paysage état d'âme celui du chapitre 5 de la première partie, lorsque Frédéric se promène juste après avoir appris le départ de Madame Arnaud. Ainsi, aux pages 128-129, on nous dit « Il passait des heures à regarder, du haut de son balcon, la rivière qui coulait entre les quais grisâtres, noircie de place en place par la bavure des égouts, avec un ponton de blanchisseuse amarré contre le bord, où des gamins, quelquefois, s'amusaient dans la vase à faire baigner un caniche. » Et un peu plus loin, donc, et le génie de la colonne de Juillet resplendissait à l'Orient comme une large étoile d'or, tandis qu'à l'autre extrémité, le dôme des Tuileries arrondissait, sur le ciel, sa lourde masse bleue. Il est donc fait référence ici à des quais grisâtres, noircis, avec les pontons des blanchisseuses et la lourde masse bleue du dôme des Tuileries. Ce sont des couleurs sombres, ternes, qui évoquent la tristesse de Frédéric qui vient d'apprendre le départ de Madame Arnaud. On peut considérer que ces couleurs symbolisent directement la tristesse dans la mesure où il ne s'agit pas d'une description neutre. En effet, il est également dit que la colonne de Juillet resplendissait à l'Orient comme une large étoile d'or. Donc, le paysage est censé resplendir. Pour autant, Frédéric le voit de manière sombre parce qu'il est triste. Les idées des personnages passent également, donc les couleurs mettent également en avant les idées politiques des personnages. Cela est dit explicitement au chapitre 1 de la troisième partie, lorsque on nous dit « Le bonnet de coton ne se montra pas moins hideux que le bonnet rouge ». La couleur est ainsi explicitement associée à la politique. Or, nous pouvons relever de multiples discussions politiques dans l'éducation sentimentale. Enfin,
il est possible de constater que les couleurs témoignent du pittoresque des situations qu'elles renforcent. Ainsi, les personnages se trouvent à plusieurs reprises dans des endroits et l'impression qu'ils ressentent envers l'endroit qu'ils fréquentent est renforcée aux yeux du lecteur par la charge symbolique des couleurs qui sont utilisées. Nous pouvons prendre comme exemple la description des différents lieux de Fontainebleau lors du séjour qu'y font Frédéric et Rosalie. Dans un premier temps, nous avons ainsi, page 477, la description du château de Fontainebleau, dans lequel des couleurs chaudes sont évoquées, couleurs qui évoquent le soleil, le faste, la richesse, ainsi le fauve, la rouille, le cuivre, l'or, l'argent. Ce sont des couleurs chaudes, donc on pourrait ajouter que la rouille incite également à penser que cette époque est révolue, ce qui est vrai, c'est une époque révolue. Par opposition, la promenade dans la forêt de Fontainebleau évoque une certaine fraîcheur par l'utilisation de couleurs dites plus froides, plus sombres. Nous avons ainsi, dès la page 482, l'idée d'une couleur placée sous le signe de l'ombre, lorsque le narrateur nous dit « La lumière, à de certaines places, éclairant la lisière du bois, laissait les fonds dans l'ombre. » Donc en fait, la lumière appelle l'ombre, c'est-à-dire que la couleur, la teinte qu'on veut mettre en avant, c'est une teinte d'ombre. Et la suite, violet, blanc, vert, bleu tendre, sont des couleurs froides qui évoquent une certaine idée de fraîcheur. En effet, la forêt, l'abri proposé par la forêt permet de se rafraîchir. Les couleurs ont donc une valeur symbolique qui redouble et renforce aux yeux du lecteur l'évolution de la diégèse de l'éducation sentimentale. Les couleurs éclairent les diverses situations du récit qui se trouvent de fait constamment, bien qu'implicitement, orientées. Les couleurs prennent ainsi valeur de principe fondamental de cognition. Ce sera l'objet de notre troisième partie. Les couleurs orientent la diégèse, l'éducation sentimentale et une éducation du regard. Nous pouvons, dans un premier temps, constater que les couleurs rendent compte au sein de la diégèse d'une multiplicité de voix. En effet, la multiplicité des couleurs traduit la réalité, donc nous l'avons vu dans une première partie, la multiplicité des couleurs est mise au service d'une certaine forme de réalisme. Or, l'évocation de la réalité passe par l'évocation de la multiplicité, puisque, comme le dit Pellerin à la page 104, partie 1, chapitre 4, la réalité est multiple, de même que les couleurs. Laissez-moi tranquille avec votre hideuse réalité. Qu'est-ce que cela veut dire, la réalité? Les uns voient noir, d'autres bleu, la multitude voit bête. Pour Pellerin, il n'y a donc pas une réalité, mais plusieurs réalités. Et utiliser les couleurs, la multiplicité des couleurs pour rendre compte du réel permet de montrer la multiplicité des réalités, c'est-à-dire la multiplicité des points de vue que chacun des personnages porte sur la réalité. La diversité des couleurs est donc liée à la diversité des personnages et à la diversité de leur voix dans le récit. Cette diversité se remarque, par exemple, à travers les voix politiques. Là encore, les couleurs sont mises au service de ces diverses voix. Par exemple, au chapitre 2 de la deuxième partie,
Deslauriers, sortant de son cabinet d'avocat, porte une cravate blanche. Le blanc peut symboliser l'absence de couleur, comme l'absence de parti pris politique. En effet, Deslauriers, avocat, ne doit pas révéler ses idées politiques s'il veut avoir des clients. L'idée de couleur associée à la politique se trouve également à travers l'accoutrement de Sénécal. On nous dit lors de la première rencontre de Frédéric et Sénécal que Sénécal porte un paletot qui est de couleur grise et noire. Cela peut symboliser une certaine forme de neutralité. Sénécal ne se distingue pas, puis de toute façon Frédéric ne le connaît pas encore. Tout ce que nous savons, c'est que Frédéric le trouve, dès qu'il arrive, antipathique. Le gris et le noir peuvent renforcer cette idée d'antipathie dans la mesure où ce sont des couleurs sombres. Or, lors de la visite de la manufacture, Frédéric se rend à Creil, arrive à la manufacture et croise Sénécal dans, je cite, son éternel paletot bleu doublé de rouge. Le paletot de Sénécal semble donc n'avoir pas changé. Toutefois, les couleurs ne sont plus les mêmes. Cette fois, le paletot est bleu doublé de rouge. On peut penser que cette modification des couleurs évoque de manière implicite l'évolution des idées politiques de Sénécal. En effet, le rouge représente la couleur du peuple, Sénécal étant, durant une bonne partie de la diégèse, du côté des révolutionnaires. Et le bleu, inversement, pourrait évoquer le parti de l'ordre. En témoigne l'habit de préfet de Deslauriers, bleu et doré, lors de son mariage avec Louise Roch à la fin du 5e chapitre de la 3e partie. Le bleu est donc associé à l'ordre, le rouge à la révolution. Nous sommes au milieu à peu près de la diégèse lorsque Sénécal porte ce paletot, ce qui peut laisser sous-entendre qu'il est en train de retourner sa veste, puisque Sénécal, à la fin du chapitre 5, aura rejoint les forces de l'ordre. C'est lui qui tue Dussardier révolutionnaire. La diversité des couleurs, au-delà de cette multiplicité des voix dans le récit, permet également au narrateur de faire preuve d'ironie en teintant de telle ou telle couleur, telle ou telle situation, pouvant les rendre critiques ou encore ridicules. Ainsi, on pourrait voir l'accoutrement d'Arnoux au chapitre 1 de la première partie comme un accoutrement ridicule. La surcharge des couleurs, donc l'omniprésence des couleurs, nous avons dit noir, émeraude, blanc, rouge, bleu, 5 couleurs, introduisant une certaine surcharge qui rend le costume un peu ridicule. De même, lors du dîner chez Dambreuse, au chapitre 2 de la 3e partie, les couleurs permettent de décrire, entre autres, la table, sous les feuilles vertes d'un ananas, au milieu de la nappe, une dorade s'allongeait, donc les feuilles vertes de l'ananas, qui vont de pair avec la robe de Louise. Elle avait cru coquet de s'habiller tout en vert. La répétition du mot vert, associé à la fois à l'ananas et à la fois à la figure de Louise, donc s'habiller tout en vert, couleur qui jurait grossièrement avec le ton de ses cheveux rouges, rend le vêtement de Louise parfaitement ridicule. Louise semble inadaptée lors du dîner chez Dambreuse. Ainsi, par cette orientation que le narrateur fait du récit, nous pouvons considérer qu'il effectue à travers la diégèse une véritable éducation du regard. Cette éducation du regard est à la fois celle des personnages, ou du moins du personnage de Frédéric, mais également celle du lecteur.
l'éducation sentimentale est avant tout un apprentissage sur la manière de voir et d'appréhender les couleurs. Ainsi, Frédéric a un regard évolutif sur la réalité qui l'entoure. Nous pouvons ainsi constater que plein d'illusions et de romantisme au début de la diégèse, il est parfaitement désabusé à la fin de la diégèse. En outre, on constate dans le dernier chapitre de la troisième partie, donc le chapitre 7, que Frédéric porte un regard sur son existence passée c'est un regard, sa vie est perçue à l'aune de l'art. En effet, il évalue d'abord la perspective, c'est-à-dire le regard formel qu'il porte sur son existence. Pour lui, son existence, il a manqué à son existence de la ligne droite. Lorsqu'il explique, c'est peut-être le défaut de ligne droite. Inversement, il aurait manqué à Deslauriers la rectitude. Donc, Frédéric porte un regard formel sur sa vie passée, mais il porte également un regard il porte également une certaine attention à la couleur, aux couleurs. En fait, il applique des modèles de couleurs à sa vie passée. Ainsi, le seul épisode qui ressort est celui de la Turque. Cet épisode est présenté dans la diégèse à la manière d'un clair-obscur. On nous dit, page 625, donc la poésie de son établissement, situé au bord de l'eau derrière le rempart, même en plein été, il y avait de l'ombre autour de sa maison, reconnaissable à un bocal de poisson rouge près d'un pot de réséda sur une fenêtre. La maison de la Turque est donc éclairée avec de l'ombre autour, donc elle ressort dans l'ombre, et est d'autant plus visible qu'il y a la couleur du poisson rouge et le pot de réséda qui la distinguent. De fait, cet épisode est particulièrement mis en évidence par Frédéric, qui s'en souvient de manière précise. Un peu comme si le regard éduqué savait désormais apprécier ce qu'il a eu de meilleur. De la même manière, par les couleurs qu'utilise le narrateur, le lecteur oriente son regard et porte un certain jugement sur les événements de la diégèse. Ainsi, nous pouvons dire que les couleurs sont véritablement un principe fondateur de l'éducation sentimentale qu'elles organisent, qu'elles orientent et qu'elles transforment en véritable éducation au regard pour le lecteur comme pour les personnages. Pour conclure, nous pouvons dire que les couleurs, si elles apparaissent dans un premier temps comme un simple ornement d'une diégèse qui se veut réaliste, ont en fait une importance capitale dans l'éducation sentimentale. En effet, elles sont investies d'une forte charge symbolique permettant au lecteur de comprendre de manière plus évidente l'évolution des personnages, leurs idées politiques ou encore le fondement des situations dans lesquelles ils évoluent. Cette forte charge symbolique fait des couleurs un véritable principe organisateur de la diégèse. En effet, le choix d'une couleur détermine l'orientation du regard que les personnages et le lecteur vont porter sur la situation. Par l'utilisation omniprésente des couleurs, Flaubert donne ainsi une direction précise à son récit, celle d'un manuel d'éducation du regard.